Des millions de personnes dans le monde entier sortent dans les rues et sur les toits pour observer cet étonnant phénomène cosmique. Une autre planète, juste à côté de la Lune, grosse et rouge. Au début, tout le monde est excité. Mars, qui sort de nulle part, a un effet étrange sur l'humanité. Tout comme la Lune peut affecter l'état psychologique et physique de certaines personnes, la visite inattendue de Mars amène les gens à se comporter de façon assez étrange. Chaque nuit, le ciel est éclairé par la lumière blanche de la Lune et la lueur rouge de Mars. Beaucoup de gens ressentent une sorte d'insomnie instantanée. Certains arrêtent même de boire du café car ils ne se sentent plus fatigués. Mars fait ressortir l'énergie, voire même un peu de sauvagerie chez les gens. Elle les fait rire davantage et rend même quelques pauvres gens fous. Ils commencent à sortir de chez eux plus souvent et à profiter de ce ciel nocturne inhabituel. Quelques jours plus tard, tout le monde peut voir ce qui se passe. Mars grossit. Les scientifiques annoncent que la planète rouge se dirige lentement vers la Terre. La collision est inévitable. Les Terriens n'ont plus que quelques années à vivre. Il y a quelques mois, un énorme astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge avec une telle force que Mars a tout simplement quitté son orbite et s'est mise à dériver. La probabilité que Mars se rapproche de la Terre a toujours été assez élevée. Après environ 3 secondes d'annonce, la nouvelle est devenue virale et la panique s'est installée. La situation est de plus en plus grave. Plus Mars se rapproche, plus cela affecte les gens sur le plan physique. Des centaines de vidéos apparaissent montrant des simulations de collision entre Mars et la Terre. Et il n'y a jamais de happy end. Tu veux voir ce qui va se passer? Demande une célèbre blogueuse à ses abonnés. La Terre est presque entièrement recouverte d'eau. Et Mars n'est que poussière, sable et roches. Puis elle place une énorme pastèque au milieu de sa chambre. Du coin opposé, elle lance une boule de bowling vers le fruit et c'est un strike. Mars semble presque de la même taille que la Lune à présent. Elle est sur le point d'entrer dans l'orbite de cette dernière et elle affecte le champ magnétique de la Terre. Inondations, ouragans, tsunamis, orages puissants, c'est de pire en pire. Les animaux deviennent fous, les oiseaux ne migrent plus vers le sud, les aurores, autrefois polaires, apparaissent dans les Caraïbes. L'économie n'encaisse pas si bien la nouvelle. Les gens cessent de se rendre au travail. Pourquoi continuer à travailler? Ils veulent juste s'amuser et être avec leurs proches. Il y a assez de ressources sur la planète pour tenir jusqu'à la catastrophe. Alors, personne n'essaie de régler les problèmes de la Terre. Les vêtements, la nourriture, les voitures, les yachts, tout perd sa valeur et devient gratuit. Chaque jour, d'énormes fêtes de rue apparaissent dans le monde entier. Les gens décident de vivre leurs derniers mois dans la paix et l'harmonie. La catastrophe mondiale unit l'humanité comme jamais auparavant. Pour partir en fanfare, les Terriens s'associent pour organiser un énorme concert de rock. La géante rouge qui détruit notre belle planète bleue. Oui, le rock'n'roll est la bande-son parfaite. Il y a juste assez de temps pour manger, danser, faire la fête et écouter de la bonne musique. D'immenses scènes sont installées partout sur la planète. C'est le dernier concert de chaque musicien. Pendant toute cette préparation, l'espoir apparaît soudainement. Les scientifiques ont calculé tous les événements qui se produiront lorsque Mars s'écrasera sur la Terre. Et ils ont un plan simple. Heureusement, les humains avaient déjà prévu de se rendre sur Mars, si bien qu'ils avaient commencé à construire des vaisseaux spatiaux depuis des années. Les gens n'auront pas le temps de se rendre sur une autre planète avant la collision. Mais ils pourront attendre la catastrophe juste en dehors de l'orbite de la Terre. Tu pourras t'asseoir dans une station spatiale, grignoter du popcorn, te détendre et profiter du spectacle. Lorsque la poussière retombera, il sera peut-être possible de retourner sur Terre, ou ce qu'il en reste. Après avoir pris connaissance de ce plan, les gens commencent à travailler nuit et jour pour terminer les vaisseaux, tout le monde participe. Il reste encore 2 ans avant le grand jour. Les immenses scènes de concert sont transformées en d'autres stations spatiales. Mars donne maintenant plus d'énergie aux gens et grâce à un incroyable travail d'équipe, les gens parviennent à créer des milliers de stations en quelques mois seulement. Voilà ce qui arrive lorsque 7 milliards de personnes travaillent ensemble. Fermiers, kinésithérapeutes, cuisiniers, ingénieurs, athlètes, comptables, tout le monde travaille de concert. Mars est maintenant plus proche de nous que la Lune. La géante rouge bloque le Soleil et notre planète est plongée dans l'obscurité. Il ne reste plus que quelques jours. Les gens travaillent comme des fourmis dans une colonie massive, mettant la touche finale à plusieurs centaines de milliers de stations spatiales. Il faut 4 jours entiers pour que tout le monde monte à bord.
sans compter le chargement des données essentielles, animaux, poissons, graines, plantes, légumes, fruits, jeux vidéo. La géante rouge doit entrer dans l'orbite de la Terre dans quelques jours. C'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment de la vitesse. Mars fait seulement un peu plus de la moitié de la taille de la Terre, mais dans le ciel, elle semble infiniment grosse. Les vaisseaux commencent à décoller. Les gens jettent un dernier coup d'œil autour d'eux, mémorisant chaque centimètre carré. Dans quelques heures, tout va changer pour toujours. Les stations s'envolent suffisamment loin pour sortir de l'orbite. Deux mondes qui entrent en collision devraient quand même avoir une bande-son. Les rockstars de chaque vaisseau organisent un festival de musique de l'espace. Au son impressionnant du hard rock, Mars entre dans l'atmosphère de la Terre et brûle une fine couche de sa propre surface. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Elle devient de plus en plus rapide et s'écrase dans l'océan Pacifique. Le souffle d'une énorme explosion balaie la planète entière. Tout est illuminé par les flammes et tout le monde sur les vaisseaux doit mettre des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. Notre planète bleue est en train de se transformer en une boule incandescente. La poussière de Mars se mélange à l'eau de la Terre. La force de l'impact traverse la croûte terrestre jusqu'au magma liquide et chaud. Des centaines de morceaux de Mars, dont certains ont la taille de pays entiers, flottent en quelque sorte dans l'atmosphère. La collision génère tellement d'énergie que tous les océans bouillonnent et s'évaporent. Des mers et des rivières de métal fondu se répandent maintenant sur toute la Terre. Des jours, des semaines, des mois passent. Une ceinture composée de fragments de Mars se forme autour de la Terre, comme une version ardente des anneaux de Saturne. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir atterrir en toute sécurité. Mais l'humanité ne peut pas rester en vie sur les vaisseaux pendant tout ce temps. La nourriture, l'eau et l'oxygène seront épuisés au bout de quelques années. Mais les scientifiques ont déjà un plan. Les vaisseaux actionnent un interrupteur et deviennent d'immenses chambres cryogéniques. Les vaisseaux sont équipés de panneaux énergétiques et la Terre brûlante dégage beaucoup d'énergie. Largement assez pour faire fonctionner les vaisseaux pendant que tout le monde à bord fait une sieste de quelques milliers d'années. Dès que la planète se refroidira, les humains se réveilleront. Des centaines de milliers d'années passent. Un jour, des alarmes se déclenchent simultanément sur tous les vaisseaux. Les gens se réveillent lentement. Leurs corps sont épuisés, mais après quelques milliards de tasses de café, tout le monde est prêt à partir. Sur Terre, de nouveaux continents devraient s'être formés et l'atmosphère est très probablement différente. La planète a peut-être perdu son orbite d'origine, elle tourne donc à un angle différent. Les saisons telles que nous les connaissons ont disparu. Toute l'eau sur Terre s'est évaporée dans les premières heures. Mais il y avait d'énormes glaciers sur Mars, qui ont peut-être fondu lors de l'impact. Mars a peut-être partagé son eau avec notre planète. Les nuages de poussière et de saleté devraient être retombés maintenant, et le sol devrait être assez fertile pour faire pousser des choses. Tout ce magma a probablement craché un tas de minéraux et de composés chimiques utiles. Cela va être difficile, mais l'humanité doit d'une manière ou d'une autre s'adapter à la nouvelle Terre. Les gens sont prêts à tout. Tous les terriens courent vers les fenêtres les plus proches pour voir à quoi ressemble leur planète bien-aimée après tous ces siècles. Mais où est-elle? Les gens se tordent le cou, regardent la zone vide où se trouvait la Terre. L'impact de Mars a été si fort qu'il a poussé la Terre hors de son orbite autour du Soleil, et elle a disparu. Super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un type barbu attrape une guitare et dit « On n'a plus qu'à jouer ». De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place?
Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles ? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale, de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation? De quels équipements disposons-nous? Avec quoi allons-nous extraire les ressources? De quelles compétences aurons-nous besoin? Tu sais quoi? Qui s'en soucie? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques. Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production, ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils, par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film Seul sur Mars. Ça n'a pas été facile.
Il n'y a jamais assez de temps, et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants: la gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation, et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe, et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Tu prends une fusée pour aller sur la Lune. Elle atterrit. Tu mets ton uniforme de travail. Et tu vas faire ton boulot dans une usine locale qui extrait l'eau du sous-sol de la Lune. Il y a aussi des usines de carburant. Des dizaines de personnes dans des rovers lunaires parcourent l'étendue du satellite naturel de la Terre. À la fin de ton service, tu montes à nouveau dans la fusée. Elle te ramène chez toi comme un bus normal. C'est exactement ce que la NASA envisage de faire. Et la première étape de ce projet est la mission Prime 1. Prime est l'acronyme de Polar Resources Ice Mining Experiment. La mission commence en 2022. Allons la découvrir de plus près étape par étape. Une fusée de propulsion et un deuxième étage sont montés sur la rampe de lancement. Feu! Les moteurs de la fusée commencent à brûler du carburant et nous montons. Bientôt, la fusée atteint une vitesse d'environ 38 600 km/h. À cette vitesse, tu pourrais parcourir la distance entre New York et Londres en seulement 8 minutes. Une fois que le propulseur a épuisé tout son carburant, il se détache et se pose en douceur sur la Terre. Le deuxième étage avec la capsule spatiale allume ses moteurs quelques secondes après le retrait du premier étage. La fusée continue donc à monter. Une fois qu'elle a atteint son orbite, la capsule spatiale s'ouvre. Elle libère le module d'atterrissage lunaire Nova C. C'est un vaisseau spatial cylindrique aussi long qu'une berline et légèrement plus large que la taille d'une personne moyenne. Le moteur démarre et commence alors le voyage. D'abord, le module effectue un cercle autour de la Terre. Il s'agit d'une manœuvre gravitationnelle qui lui permet de prendre de la vitesse sans gaspiller trop de carburant. Comme l'atterrisseur lunaire est toujours en orbite, la gravité de la Terre l'affecte. Le vaisseau spatial semble tomber, mais pas vers la surface de notre planète, le long de sa trajectoire orbitale. Après un tour de la Terre, l'atterrisseur ajuste sa trajectoire et se dirige vers la Lune. La distance qu'il doit couvrir est de 384 000 km. Cela équivaut à 9 tours et demi de la Terre, ou 93 tours des États-Unis d'une côte à l'autre. Les vaisseaux spatiaux modernes peuvent couvrir cette distance en 9 heures seulement. C'est un peu plus qu'un voyage en avion de New York à Los Angeles. Dans le même temps, il a fallu environ 72 heures aux premiers astronautes pour se rendre sur la Lune. Très vite, Nova C est proche de sa destination. Il fait un nouveau tour autour de la Lune pendant sa descente.
Les scientifiques ont déjà choisi l'endroit parfait pour son atterrissage. Il y a plusieurs exigences. Tout d'abord, il doit y avoir des signes indiquant qu'il pourrait y avoir de la glace sous la surface à cet endroit. Deuxièmement, le module lunaire doit être capable de maintenir une communication radio avec la Terre. Et cela est impossible si l'atterrisseur se trouve sur la face cachée de la Lune. Lorsque les premiers astronautes ont volé autour du satellite naturel de la Terre, le contact avec eux a été perdu pendant quelques minutes. La connexion n'a repris que lorsque leur vaisseau spatial est sorti de la zone d'ombre de la Lune. La dernière exigence pour la zone d'atterrissage est la lumière du Soleil. L'atterrisseur est équipé de panneaux solaires pour alimenter son équipement scientifique, ses ordinateurs de bord et ses modules de communication. Il a donc besoin de la lumière directe du Soleil. L'atterrisseur se rapproche de la surface de la Lune. Le vaisseau spatial ralentit en s'approchant du site d'atterrissage. Maintenant, il est presque en vol stationnaire dans l'air. Encore quelques secondes et... posé. Le vaisseau spatial fait un atterrissage en douceur. Il est temps de percer la surface. Pour cela, le module possède un dispositif appelé Regolith and Eye Drill for Exploring New Terrain. Pour faire simple, c'est une grande foreuse d'1 mètre de long. C'est presque aussi long que la jambe d'une personne adulte. Une fois le bon endroit choisi, l'appareil est déposé sur le sol lunaire. Le forage va se faire en plusieurs étapes. L'atterrisseur devra soulever la foreuse à plusieurs reprises pour faire sortir la Terre du trou de forage. Sinon, il risque d'endommager la mèche du forêt. Ensuite, l'atterrisseur devra analyser la composition du sol. Pour ce faire, il transporte un spectromètre de masse qui observe les opérations lunaires, appelé M-Solo. Son travail repose sur un principe simple. Il ionise ou charge les particules du sol pour les faire bouger. Il crée ensuite un champ magnétique puissant qui affecte les particules chargées et leur fait changer de trajectoire. Les substances, leurs molécules et leurs atomes se déplacent différemment dans le champ magnétique. Ainsi, en analysant les changements dans leur trajectoire, nous pouvons identifier la masse et la charge de chaque particule. Il ne nous reste plus qu'à consulter le tableau périodique de Mendeleïev et voir quels atomes nous pouvons trouver dans les échantillons. Les scientifiques espèrent trouver de l'H2O, c'est-à-dire de l'eau. Le pôle sud de la Lune est un endroit idéal pour garder la glace à portée de notre foreuse. L'équateur serait un endroit idéal pour maintenir le contact radio et alimenter les panneaux solaires de l'atterrisseur. Mais cette zone sera probablement trop chaude pour contenir de la glace. Le module d'atterrissage transportera également un hopper lunaire. Cet engin sera utilisé pour explorer la surface de la Lune. Il portera une charge d'environ 0,9 kg. Les scientifiques testeront également la technologie de communication 4G. Le module doit avoir des modules spéciaux pour cela. Si le test est concluant, les gens pourraient être en mesure d'utiliser la couverture cellulaire pour communiquer sur la Lune, comme nous le faisons sur Terre. Mais le principal objectif de la mission est de prouver que les ressources trouvées sur la Lune peuvent être utilisées à l'avenir. Dès 2023, la NASA prévoit d'envoyer sur la Lune un rover autonome appelé Viper, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Il se posera au pôle sud de la Lune pour les mêmes raisons, la connexion avec la Terre et la lumière du Soleil. Le rover lui-même aura la taille d'une voiture de golf. Il transportera une foreuse et un analyseur de sol. Les scientifiques ont déjà tracé un itinéraire pour le véhicule. Il est d'environ 16 à 24 km de long. Il faudra 100 jours à Viper pour parcourir cet itinéraire. Il va forer le sol à la recherche de glace lunaire et marquer ses découvertes sur la carte. Il sera nécessaire de préparer l'arrivée des astronautes sur la Lune. Elle contribuera également à leur fournir des ressources précieuses comme l'eau. Plus tard dans les années 20, la NASA lancera la mission Artemis. À cette fin, les scientifiques construisent le vaisseau spatial Orion depuis des décennies. Il peut transporter 6 astronautes. Le véhicule de lancement qui emmènera Orion en orbite s'appelle le Space Launch System. Lorsqu'il sera prêt, ce sera la fusée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Le premier vol se fera sans équipage. Il est prévu pour 2022. Comme le module d'atterrissage lunaire, le vaisseau spatial montera en orbite, fera un tour de notre planète et se rendra sur la Lune. Une fois qu'il aura atteint le satellite, il restera en orbite pendant 6 jours, puis reviendra sur Terre. Au total, il passera 25 jours dans l'espace. La deuxième mission est prévue pour septembre 2023. Cette fois, nous enverrons 4 astronautes sur la Lune. Ils voleront autour du satellite naturel de la Terre et reviendront sans se poser sur la surface lunaire. Il s'agira de la première mission avec équipage sur la Lune depuis 1972. La troisième mission, Artemis 3, est prévue pour le 55e anniversaire du premier alunissage, en 2024. 4 astronautes se rendront sur l'orbite de la Lune. Une fois sur place, 2 d'entre eux se déplaceront vers le vaisseau HLS. Il s'agit d'un nouvel alunisseur conçu par SpaceX.
Ils effectueront ensuite un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune. Les astronautes y passeront plusieurs jours. Puis le vaisseau retournera en orbite, s'amarrera à Orion et reviendra sur Terre. Il est également prévu de construire une station spatiale dans l'orbite lunaire, la Lunar Orbital Platform Gateway, portail en orbite lunaire. Elle sera presque comme la Station spatiale internationale. Elle sera assemblée à partir de nombreux modules, tout comme l'ISS. Il y aura un élément de puissance et de propulsion. Ce sera le premier module équipé de moteurs pour la manœuvre et la propulsion. Il y aura également des panneaux solaires qui alimenteront la station. Un autre module servira à plusieurs fins, notamment la communication et le ravitaillement. Ensuite, il y aura plusieurs modules de vie. Ils pourront accueillir plusieurs astronautes pour une période allant jusqu'à 90 jours. C'est là qu'ils mangeront, dormiront, s'entraîneront et mèneront des expériences scientifiques. La station sera équipée d'un bras robotique. Il aidera les vaisseaux spatiaux à s'amarrer à la station, ainsi qu'à installer des équipements scientifiques supplémentaires à l'extérieur de la station. Il y aura un module de SAS. Les vaisseaux spatiaux entrants pourront s'amarrer à la station. Ce sera comme un parking pour déposer et récupérer des passagers. Les astronautes pourront également l'utiliser comme une porte vers l'espace. Il y aura un véhicule de renvoi d'échantillons, un petit vaisseau spatial qui livrera des échantillons du sol lunaire à la station. Il sera entièrement robotisé. La passerelle sera beaucoup plus petite que l'ISS. À titre de comparaison, la station géostationnaire comprend actuellement 11 modules et son coût total est d'environ 150 milliards de dollars. À l'avenir, nous utiliserons cette station comme rampe de lancement pour envoyer des vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes, comme Mars, ou dans l'espace lointain. Les fusées lancées depuis l'ISS auront besoin de beaucoup moins de carburant, car elles n'auront pas à lutter contre la gravité terrestre. Mais les astronautes de la passerelle seront plus en danger que ceux de l'ISS, à cause des radiations. Le champ magnétique de la Terre agit comme un bouclier qui disperse les rayons nocifs du Soleil. Et les astronautes qui séjournent là-bas ne reçoivent pas beaucoup plus de radiation que les passagers d'un avion commercial sur Terre. La Lune est trop éloignée du champ magnétique de notre planète. Tous les modules de la station Gateway, eux, devront donc être davantage protégés du rayonnement solaire.